Merci à vous tous qui nous retrouvez sur Médien TV Afrique pour cet autre numéro du Talk Afrique. D'un couvert forestier de 16 millions d'hectares au début des années 1900 pour une superficie de 322 462 km². La Côte d'Ivoire ne compte plus aujourd'hui que moins de 3 millions d'hectares. Sinon, 3 millions d'hectares pour être plus juste. Cette consommation, voire consommation accélérée de la forêt ivoirienne se justifie par d'énormes convoitises, aussi bien de la part de l'État de Côte d'Ivoire que des opérateurs privés, sans omettre bien entendu la population rurale. Nous assistons donc à une véritable conquête forestière. La célébration des forêts à l'échelle mondiale est donc l'occasion pour Médien TV Afrique de souligner l'importance des arbres et des régions boisées. Et nous en parlons avec le colonel Jérôme Aké, directeur du cadastre et du reboisement. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, première question, mon colonel. L'iroko, le makoré, le bété, le samba, le tiama ou encore l'acajou sont des arbres que l'on reconnaît à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces arbres existent encore aujourd'hui? Oui, ces arbres existent encore aujourd'hui, mais il faut dire que, compte tenu de ce qu'on pourrait appeler une sorte de surexploitation, à un moment donné, la quantité a véritablement chuté. De sorte qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que ces espèces n'existent plus. Elles existent encore, mais c'est plutôt le volume prélevé chaque année qui diminue d'année en année. Ce sont donc des espèces menacées. Ce sont des espèces menacées. Aujourd'hui, certaines même sont classées dans la catégorie d'espèces menacées, effectivement, et qu'il faut protéger. Des espèces donc à protéger. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, de 16 millions d'hectares au début des années 1900, à nos jours, on se retrouve avec un couvert végétal considérablement réduit. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé entre-temps et aujourd'hui? Quelle est la taille réelle de la forêt ivoirienne? Merci. Bon, il faut dire qu'en fait, nous sommes un pays agricole. C'est vrai qu'au début des années, pas des années 60, mais des années 1900, nous avions 16 millions d'hectares qui représentaient à peu près 50% de la superficie de notre pays. Mais vous savez que le développement de notre pays était basé essentiellement sur l'agriculture. Sur l'agriculture, comme on l'a entendu depuis plusieurs années. Et donc, c'est la forêt qui a soutenu, a supporté, aussi bien par l'agriculture, mais aussi par l'exploitation forestière, ce développement-là. Donc, quelle en est la cause? Donc, c'est principalement l'agriculture. Et dans une seconde mesure, il y a également, comme je l'ai dit, l'exploitation forestière. Mais ici, il faut voir deux types d'exploitation forestière. Lesquelles? Il y a l'exploitation de bois d'œuvre, qui est une forme de sylviculture de forêt naturelle. Parce qu'en réalité, la forêt évolue dans sa dynamique jusqu'à atteindre un stade qu'on appelle le climax. Lorsque la forêt atteint ce stade, en principe, elle n'évolue plus. Les plus vieux arbres meurent, tombent, disparaissent. Et donc, l'exploitation permet de valoriser ces espèces qui, de façon naturelle, devraient partir. Et donc, cette forme d'exploitation, en réalité, n'est pas ce qui est à la base de la déforestation. Est-ce que ce n'est pas surtout une agression de la forêt? Non, ce n'est pas une agression. Comme je dis, c'est une manière de valoriser ce qui, dans tous les cas, devrait partir. D'accord. L'arbre est un être vivant. Et nous connaissons le cycle d'un être vivant, naissance, croissance et disparition. Par contre, c'est l'exploitation de produits secondaires, notamment le charbon et le bois de feu, qui conduisent véritablement à la déforestation. Parce qu'en fait, le charbon, et puis comme je le disais, l'exploitation de bois d'œuvre concerne des espèces spécifiques. Mais en même temps, pour les espèces considérées, il y a des diamètres qui sont concernés. De telle sorte qu'en dessous d'un certain diamètre, dit diamètre d'exploitabilité, l'arbre est préservé. En ce qui concerne le charbon et le bois de feu, justement, cette règle n'est pas respectée. Toutes les espèces sont concernées et il n'y a pas de distinction de diamètre. De telle sorte que cette forme d'exploitation ne laisse pas à la forêt la possibilité de s'auto-régénérer, puisque les arbres qui devraient servir de sémenciers ou d'arbres d'avenir sont tous abattus. Est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation à ce niveau-là, au niveau des populations qui continuent d'abattre des arbres et qui ne pensent pas à régénérer, sinon à laisser la forêt se régénérer? Les populations sont sensibilisées, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et puis il faut quand même tenir compte du niveau d'analphabétisme de nos populations. Ils font que dans les villages, quand
le gars veut se faire un peu d'argent, mais ça donner de la carbonisation ou au bois de chauffe. Alors, l'exportation de variétés prisées sur le marché international, on le sait, a hissé la Côte d'Ivoire au rang de principaux pays exportateurs d'acajou dans les années 90. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'acajou n'existe plus. Hein. L'acajou existe toujours parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a à peu près deux grands types d'acajou. Il y a Kaya grandifolia, l'acajou à grande feuille, et puis Kaya ivoirienne 6, l'acajou qu'on trouve un peu dans la zone de Bassam. Donc, nous avons encore de l'acajou, mais la quantité est infime. Au regard donc, de ce que nous avions avant. De telle sorte qu'avec la surexploitation qu'on a connue, cette espèce est aujourd'hui considérée comme menacée. Et d'ailleurs, la CITES qui règle un peu ces questions, qui est une convention internationale, qui règle un peu ces questions-là, met l'acajou dans la catégorie des espèces menacées. Il n'y a que l'acajou qui soit menacé en Côte d'Ivoire. On a aussi le teck, le samba qu'on ne trouve plus, comme je le disais tantôt. Non, le teck, en fait, le teck est une espèce exotique. Le teck est une espèce qu'on ne trouve pas dans nos forêts ivoiriennes. Hein. Je crois que c'est une espèce qui est d'origine asiatique, précisément de la zone du sud-est asiatique, voilà, qui a été utilisée compte tenu de ses qualités d'adaptation à notre climat, à notre zone écologique, et donc on l'utilise pour le reboisement. Par contre, le samba, oui, c'est vrai, le samba n'est pas aussi menacé que l'acajou, parce que l'acajou est considéré comme un bois noble, ce qui n'est pas le cas du samba. Par contre, des espèces comme la samela, aujourd'hui, qui sont des espèces endémiques, parce que la samela est une espèce endémique, qu'on trouve dans la zone vers Abengourou, à l'est du pays, et qui aujourd'hui est véritablement menacée à tel point que la CITES l'a inscrit dans la liste des espèces vraiment à protéger. Et vous aviez posé une question à laquelle je n'avais pas répondu, pas l'occasion de revenir là-dessus, qui est de savoir quelle est la couverture résiduelle, forestière résiduelle. En fait, c'est vrai, ici, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de spéculations. On parle de 3 millions, on parle de 2 millions. D'autres même parlent de moins de 1 million. C'est vrai que, comme tout le monde en avait pensé, que nous avions moins de 2 millions d'hectares. Mais récemment, il y a des études qui ont été menées par des organismes de renommée internationale quand même, notamment la GIZ et puis le BNET. Ces deux études, après avoir respecté toutes les précautions scientifiques en la matière, sont parvenues au fait qu'en 2015, nous avions une superficie résiduelle de l'ordre de 3 200 000 hectares. C'est vrai, la GIZ parle de 3 200 000 hectares, dont 2 200 000 hectares en zone forestière et 1 million d'hectares en zone de savane, enfin dans la zone au-dessus du 8e parallèle. Alors le 8e parallèle, c'est, si vous voulez, cette ligne imaginaire qui part de Touba, qui passe par Tanda et qui traverse donc le pays, qui coupe le pays en deux. Donc au-dessus, selon la GIZ, nous avons encore 1 million d'hectares de forêt, tandis qu'en dessous, en 2015, nous avions 2 200 000 hectares. Le BNET est parvenu presque au même résultat. 3 400 000, mais je pense qu'à l'échelle... Ce sont des chiffres qui remontent quand même il y a 3 ans en arrière. Est-ce que depuis lors, la destruction de la forêt n'a pas avancé? Oui, c'est vrai que c'est une référence. C'est vrai que ces chiffres constituent une référence. Si on ramène donc l'étude au taux de déforestation annuel qui est de l'ordre de 90 000 hectares, selon ces études-là, naturellement, ils ne sont plus à 3 200 000 hectares. On devait être légèrement moins de cette superficie. Très bien. Nous allons vous permettre d'écouter, sinon de regarder avec nous, la réaction des Ivoiriens que nous avons rencontrés dans la rue d'Abidjan, qui se sont prononcés, bien entendu, sur la déforestation. OK. La forêt est importante. Ça seulement, c'est crucial. Tout le monde le sait. Maintenant, c'est, comment dirais-je, on peut dire l'enjeu par rapport au devenir de la forêt. Voilà, c'est ce qui est une problématique, au fait. La forêt, d'abord, c'est un bien naturel que toute personne doit sauvegarder. Parce qu'une nation sans forêt ou un monde sans forêt, il n'y a pas de vie. Je peux dire que c'est grâce à la forêt qu'on vit. Tout ce que nous consommons, ça vient directement de la forêt. Et si la forêt n'existe pas, je crois qu'on ne peut pas exister. C'est important qu'il y ait la forêt, vu que la forêt procure beaucoup de bien-être à la population. Comment? Déjà, la forêt va permettre à ce que la photosynthèse se fasse parfaitement. Et puis, pour les récoltes,
Voilà pour l'agriculture. Le lien, c'est que si on a la déforestation, on aura des problèmes déjà au niveau de la santé. Voilà, parce que ça va se répercuter forcément sur la santé. Et si on n'est pas en bonne santé, on ne pourra pas développer notre pays comme il se doit. On va se retrouver dans un mois de décembre où il pleut assez. On va se retrouver aussi dans un mois de, comment dirais-je, de mai où il ne pleut pas. Bon, on a une incertitude. On ne sait plus quelle est la petite saison, la grande saison, la moyenne saison. Il faudrait que l'État ou les individus dans une localité prennent conscience que c'est à partir de la forêt. C'est la forêt d'abord qui préserve l'environnement. Voilà, c'était la réaction de l'Ivoirien lambda concernant le thème du jour, forêts ivoiriennes vers le déclin d'une richesse naturelle. Alors, colonel Jérôme Aké, vous venez d'écouter ces réactions. Quel décryptage vous faites-vous? Mais ce sont des réactions qui sont fondées pour l'Ivoirien lambda et nous avons ces mêmes préoccupations. La forêt est un bien naturel. Sans la forêt, il n'y a pas de vie, ça il faut le reconnaître. Et je suis tout à fait d'accord avec ces réactions qui nous interpellent. D'accord, des réactions qui vous interpellent. Alors dites-nous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelle est la taille de la forêt qui est dévastée en termes de chiffres par an? Okay. En fait, le taux de déforestation annuel est de l'ordre de... selon les études récentes, parce que comme je dis, il y a eu beaucoup d'amalgames, mais selon les études récentes qui constituent aujourd'hui la seule référence disponible, nous sommes à environ 90 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Cela dit, il faut reconnaître qu'il y a eu des pics dans les années 80, dans les années 75-80, où il y a eu ce qu'on a appelé le boom économique, mais qui se faisait au détriment de la forêt. Donc il y a eu des pics de l'ordre de 200 000 hectares par an, parfois un peu plus, 230 000 au cours de certaines années. Mais ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de destruction de l'ordre de 90 000 hectares par an. Alors, de l'ordre de 90 000 hectares, quand on parle de destruction, il y a forcément des bûcherons indélicats, il y a forcément des personnes sur lesquelles on doit mettre la main. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement pour freiner ces personnes? Alors, les bûcherons indélicats, bon, je pense beaucoup plus aux scieurs clandestins, à ceux qui abattent les arbres de façon clandestine et autres. Bon, ce qui est fait, il faut dire qu'en dehors de la lutte, normale, il y a quand même des tests qui sont pris et qui permettent de freiner un peu cela. Par exemple, il y a à peu près 2 ans, un décret a été pris pour interdire le sciage à façon et même le réprimer de façon assez dure. Il y a un décret également qui a été pris en 2013 pour interdire le bois de veine. Et puis, il y a quand même le code forestier qui a été renouvelé, qui a été revu, et en 2014, dont les décrets d'application sont en cours de rédaction et qui permettent donc de lutter contre tous ces faits-là. Mais en plus, il y a quand même le processus APV-FLECT. APV-FLECT qui qui réglemente un peu tout ce qu'il y a autour donc, de l'exploitation frauduleuse. De l'exploitation frauduleuse. C'est ça. Très bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement, sinon de façon concrète, contre la vente illégale de bois, et quels sont les dégâts causés par l'exploitation abusive et illégale de ces différentes forêts? Oui, mais c'est un peu ce que je viens de dire. Ce que nous faisons de façon concrète, nous avons suscité la prise de décrets. On a plus de décrets pour interdire certaines pratiques. Vous avez parlé d'un décret qui a été pris en 2014, nous sommes aujourd'hui en 2018. Il y a un retard dans l'application. Oui. Quels sont vos freins, quelles sont vos contraintes dans la matière? Non, il n'y a pas de retard dans l'application. C'est-à-dire que pour qu'on puisse voir l'impact du décret, il faut voir la situation avant le décret et la situation actuelle. Aujourd'hui, le siège à façon a considérablement diminué. Le bois de veine, on n'en trouve pratiquement plus. L'exploitation n'existe plus. C'est vrai, il peut y avoir quelques cas isolés, mais qu'on peut considérer comme de façon marginale. Ce sont des cas qui sont un peu isolés. Vous êtes en train de dire que vous faites face encore à des récalcitrants, des personnes qui s'évertuent à abattre des espèces protégées dans la forêt. Effectivement, il y a encore quelques cas. Vous savez, la sécurité zéro n'existe pas. Malgré les efforts, il y a quand même quelques récalcitrants qui continuent. Mais je veux dire qu'il faut ramener la situation actuelle à ce qu'elle était il y a quelques années en arrière. D'accord. En Côte d'Ivoire, on a initié ce qu'on appelle la forêt classée. Où en êtes-vous exactement et quelles sont les grandes lignes de gestion de ces forêts classées là?
Alors, au départ, il faut dire que les forêts classées avaient pour vocation donc, de constituer donc, un domaine permanent de l'État, un domaine forestier permanent de l'État. Et les seules activités qui étaient menées au départ, c'était du reboisement. C'était du reboisement. Et après, donc, ces forêts ont été aménagées dans la plupart des cas. Mais il y a beaucoup d'infiltration, et ça, il faut le dire. Et donc, en plus du reboisement et de la surveillance, c'est vrai qu'il y a de nouvelles l'action des forêts à initier. Des nouveaux modes tels que la contractualisation qui permet donc de co-gérer la forêt avec le paysan qui s'y trouve déjà. Mais c'est surtout la nouvelle politique forestière, la nouvelle politique de réhabilitation et de préservation des forêts qui, que M. le ministre est en train de faire adopter et qui introduit des innovations majeures. C'est quoi ces innovations en matière donc, si de gestion on peut forestière. les connaître. Désormais, c'est que ces forêts vont être gérées sur une base, enfin, de façon différentielle en tenant compte du taux de dégradation. De telle sorte que les forêts les plus dégradées ne vont pas être gérées de la même manière que les forêts les moins dégradées. Par exemple, une forêt qui est dégradée à moins de 25%, l'objectif c'est, nous voulons faire de la régénérer à 75%, sinon... Non, pas la régénérer à 75%, c'est-à-dire qu'on considère que le taux de dégradation est de l'ordre de 25%. D'accord. Il faut recouvrir la totalité de l'espace. Okay. Donc s'il y a des occupants, il faut les faire sortir. Maintenant, les forêts qui sont très fortement dégradées, c'est vrai, nous avons établi une certaine catégorisation, c'est-à-dire qu'il y a celles qui sont dégradées à moins de 25%, celles qui sont entre 25% et 50%, et il y a celles qui sont au-delà de 75%. Avec l'introduction de la notion d'agroforêt classée, c'est-à-dire que désormais, il y a des espaces dans lesquels vont cohabiter aussi bien l'agriculture que la foresterie, mais avec introduction d'arbres forestiers. En ce qui concerne les espaces où il y a à peu près un taux de dégradation variant entre 50 et 75%, l'objectif, en tout cas, c'est de recouvrer également la totalité, mais sur une échéance un peu plus longue. Voire 40 ans en fonction des spéculations qui sont faites. Donc, mais il faut faire sortir les gens pour les réinstaller dans les zones les plus dégradées. Parlant de délocalisation de ces populations qui occupent ces zones forestières, oui. On a assisté ici en Côte d'Ivoire au cas des populations qui étaient installées au Mont Péco. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à gérer cette situation quand on sait qu'il y a des personnes de plus en plus qui arrivent et qui occupent des forêts classées, on va dire? Oui, mais justement, pour le cas particulier du Mont Péco, il faut dire que la mobilisation était vraiment nationale et donc nous avons impliqué plusieurs ministères avec donc, si vous voulez, une approche participative et nous avons donc fait sortir les gens presque de force, mais en négociant avec les populations riveraines pour donc accueillir ces populations qui sont sorties parce qu'il fallait rétablir l'intégrité du Mont Péco qui, si vous voulez, est un patrimoine mondial. Parce qu'il y a au niveau national des espèces qu'on ne trouve que dans cette partie du monde. Il y a des espèces forestières et animales qu'on ne trouve que dans cette partie, on ne trouve que dans cette forêt si vous voulez. Et donc perdre cette forêt, c'est perdre également ces espèces-là, pour le monde, pour l'humanité. Si on devait faire un bilan aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du Mont Péco? Mais le Mont Péco est retrouvé dans son intégralité. C'est vrai qu'il y a quelques cas de cache-cache, mais dans la globalité, le Mont Péco est recouvré dans son intégralité. D'accord. Tout à l'heure, dans l'élément vidéo que nous avons écouté, il y a des personnes qui parlaient du changement de la pluviométrie. Bien entendu, quand il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de pluie. Sinon, avant, on assistait à de fortes pluies dans le mois de mai et de juin. Aujourd'hui, même en janvier, nous avons de la pluie. La déforestation est passée par là. La déforestation en est peut-être une des causes principales. Justement, aujourd'hui, nous assistons à un phénomène de dérèglement climatique. On parle de changement climatique. Tout à fait. Les changements climatiques, en fait, c'est, si vous voulez, toute modification à long terme du climat d'un lieu donné. En fait, c'est un peu ça. Il y avait un certain rythme dans la succession des différentes saisons et cette succession a changé du fait donc, des changements climatiques. Donc, une des causes principales, je pourrais parler donc de la déforestation. Et donc, ces interventions sont justifiées effectivement.
Alors, nous allons parler maintenant de reboisement. La Côte d'Ivoire a initié une campagne nationale de reboisement, une campagne qui, selon certaines personnes, semble inefficace, des mesures qui sont essoufflées. Vous, en tant qu'autorité, l'autorité qui régule ce secteur d'activité, qu'est-ce que vous pensez de ces assertions? Bon, ces assertions ne me paraissent pas fondées. Pour la simple raison que, vous savez, tout à l'heure, j'ai donné le rythme de déforestation annuelle de l'ordre de 90 000 hectares. La compensation ne peut pas être apportée par le reboisement au regard des efforts actuels, puisque annuellement, nous reboisons dans l'ordre de 4 000 à 5 000 hectares. Alors, 4 à 5 000 hectares, à côté de 90 000 hectares, vous convenez avec moi qu'il faut faire des efforts beaucoup plus importants. C'est vrai que les gens ne voient pas l'impact, les gens ne voient pas les effets, parce que beaucoup de gens me disent, oui, on fait, parce qu'il y a même ce qu'on appelle le reboisement compensatoire. Oui, on ne voit pas trop les reboisements, quand on prend la route, on ne voit pas les reboisements, mais je réponds pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 4 millions d'hectares de plantation de cacaoyer. Entre 3 et 4 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près 10% de la couverture en fait, du territoire national. Les reboisements sont de l'ordre de 300 000 hectares, c'est-à-dire à peu près 0,1%. Quand on prend la route, on ne voit pas 10 fois plus de champs de cacao que de reboisements. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Parce qu'au moment où on pouvait encore exporter, par exemple, les espèces les essences de plantation, parce qu'il faut dire qu'il y a les grumes de forêt naturelle, et puis il y a les grumes de plantation, c'est-à-dire les bois issus donc des plantations, qui étaient à l'époque, jusqu'à une époque récente, jusqu'en 2016, exportés en grumes. Et lorsque cette exportation avait lieu, mais c'est par dizaines que la direction en charge de la délivrance des permis de coupe recevait les demandes. Mais toutes ces demandes concernaient ces reboisements. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que justement la législation, il y a un décret. Vous écoutez, le reboisement se fait bel et bien et se déroule très bien. Le reboisement se déroule, mais pas au rythme qu'on aurait souhaité au regard des moyens disponibles. D'accord. Voilà. Il y a un dicton qui dit comme ça que la forêt pousse en silence. Par contre, quand on abat un arbre, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui est fait exactement au niveau de la répression pour porter la riposte à ces exploitants illégaux? Non, bon, en ce qui concerne les espèces plantées, on ne peut pas tout à fait parler d'exploitants illégaux, puisque là, c'est sur la base donc, de permis de coupe assorti d'un certain nombre de conditionnalités qu'il faut remplir avant donc de procéder à la coupe. Là où nous parlons d'exploitants clandestins, c'est surtout en ce qui concerne le sciage à façon. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans certaines zones, c'est vrai, vous ne verrez pas de scierie, mais vous verrez des planches sciées de façon traditionnelle avec des tronçonneuses là. C'est un peu ce que nous appelons donc le siège à façon. Et c'est ça même qui constitue véritablement le mal. Mais qui aujourd'hui est maintenu dans des proportions, je ne dirais pas acceptables, tant que nous ne sommes pas parvenus à enrayer ce phénomène. Mais qui, au regard donc, de ce qui se faisait avant, sont quand même assez relativement maîtrisés. Alors, on sait tous que la déforestation appelle la désertification, qui, elle, à son tour, va provoquer ce qu'on va appeler l'insécurité alimentaire et plus loin, le phénomène de réfugiés climatiques. Quelles sont les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face à ces différents impacts environnementaux que je viens de citer? Bon, au niveau donc des impacts environnementaux, pour nous, ce qu'il faut faire, c'est de reconstruire le couvert forestier. C'est de reconstruire le couvert forestier parce que, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens ne perçoivent pas trop les conséquences. Aujourd'hui, ces réfugiés climatiques, même en Côte d'Ivoire, il y en a. Vous savez qu'il y a un déplacement massif de population de certaines zones vers aujourd'hui le sud-ouest qui est considéré comme la nouvelle bout du cacao. Mais il y a aussi des gens qui viennent des pays, de certains pays, et qui vont directement dans les forêts, surtout classées, conservées, et qui sont conservées jusqu'à ce jour. Et donc, ce phénomène existe bel et bien. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et donc, je voulais donc parler de ce qui est fait. Il faut reconstruire le couvert forestier. Il faut reboiser. Il faut protéger l'existant. Parce que tant que la forêt n'est pas reconstituée, tant que l'existant n'est pas protégé et que les gens continuent d'aller vers les zones où il y a les forêts, vous savez que les mêmes causes
produisent les mêmes effets. Il va sans dire que dans ces nouvelles zones d'accueil, le même phénomène va se reproduire. La difficulté, c'est qu'après, on ne saura pas où partir. Et je vais vous donner un petit exemple. D'accord. En Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a une ancienne boue du cacao. D'accord. On va aller un peu plus vite, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. D'accord, qui est un peu vers la zone d'Imbokro, Daoukro, Mbayakro. C'était l'ancienne boue du cacao. D'accord. Mais la plante est un être vivant. Et pour qu'elle puisse vivre, il faut un certain nombre de conditions. Quand ces conditions ne sont pas réunies, en ce qui concerne les animaux que nous sommes, nous nous déplaçons en quête de nouvelles zones. C'est ce qu'on appelle la migration. Tout à fait. La plante ne peut pas se déplacer. Elle disparaît tout simplement. En ce qui concerne les plantes agricoles, comme on les cultive, elles poussent. Mais comme les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre d'exprimer toutes leurs potentialités physiologiques, mais elles ne produisent pas assez. Tout à fait. Ce qui fait qu'un bananier, par exemple, qui devait produire des régimes de 10 kg, n'en produit peut-être que 1 gramme à 1 kg. Et puis, pour les cultures vivrières, on continue de les planter. Mais pour les plantes, pour les cultures pérennes, comme le cacao et autres, on les produit pour les fruits. S'il n'y a plus de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne. C'est ce qui justifie que les gens soient partis massivement vers la zone du sud-ouest. Mais malheureusement, là-bas, c'est que nous dupliquons les mêmes méthodes. Et aujourd'hui, la sécheresse est en train de gagner du terrain également dans ces zones. Avant, dans le sud-ouest, on disait qu'il n'y avait pas de saison sèche, il pleuvait pratiquement toute l'année. Aujourd'hui, il fait aussi chaud que partout ailleurs, à cause de la déforestation. À cause de la déforestation, donc. Voilà. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette question. Merci, colonel Jérôme Aké. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du cadastre et du développement forestier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà qui referme ce numéro du Talk Afrique Société, qui s'intéressait bien entendu au déclin de la forêt ivoirienne, qui est passé de 16 millions d'hectares au début des années 1900 à aujourd'hui 3 millions d'hectares. Merci d'avoir suivi ce Talk Afrique sur Médien TV.